Bonjour à tous. Du coup, on va y aller pour cette conférence qui s'intitule Alerte verte des PO/PM en mode découverte et que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc déjà, pour me présenter dans un premier temps, je suis Juliette Laplace, je suis product owner chez Exalt Rennes et je suis venue spécialement voir mes collègues de Aix aujourd'hui pour vous présenter du coup notre petit voyage et cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter, à me les poser plutôt à la fin. Je vais garder un temps pour le question-réponse à la fin. Pourquoi on fait ce voyage aujourd'hui? Tout simplement parce que le numérique est en train de manger le monde, et ce presque littéralement, puisque comme vous le voyez ici, le numérique à date, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est juste un petit rappel pour mettre tout le monde d'accord là-dessus. C'était le même pourcentage que l'aviation civile, pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est un chiffre qui tend à augmenter puisque c'est 9% par an. Et ce n'est pas forcément l'estimation la plus haute qu'on peut en faire à date. Donc vraiment, quand on travaille dans le numérique à date, on a plein de choses à faire et c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui un peu à travers de différents REX. Chez Exalt, on s'est dit que l'agilité, c'était une réponse en fait, à pas mal de problématiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agilité en premier, c'est la priorisation basée sur la valeur. C'est-à-dire on va faire ce qui est nécessaire en premier. Par définition, quand vous faites ce qui est nécessaire en premier, vous éliminez une partie du superflu. Donc déjà, vous éliminez une partie du problème. Ensuite, vous avez une livraison fréquente et itérative. Donc ça vous permet de rapidement voir s'il y a des problèmes, les solutionner, voir si c'est bien utilisé ce que vous faites, si ce n'est pas utilisé, modifier éventuellement. Ce qui rejoint un peu le troisième point, en fait, la réactivité au retour utilisateur qui est hyper importante dans le numérique responsable et qui est une des bases de l'agilité. Et en quatrième point, on a aussi noté la collaboration pluridisciplinaire, parce que c'est qu'on a plein de cerveaux qui sont faits de façon différente et qui ont des connaissances différentes à l'intérieur, qu'on arrive sur une solution qui généralement est plus aboutie, plus fine et plus perfectionnée. Donc aujourd'hui, je vous propose de monter à bord de l'USS Discovery et de découvrir plusieurs rapports de mission. Et donc, comme le disait le capitaine Picard en avant toute, avec une première mission stellaire qu'on a intitulée Epsilon 6, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas, citation de Lao Tse, et on va voir ensemble un peu comment bien définir sa vision et ses objectifs. Alors, nous, chez Exalt, pour voir un peu, se poser la question des limites et mesurer l'acceptabilité, on a notre Head of Design qui nous a montré et fait ce superbe graphique. Alors, ce graphique, il a l'air très complexe, il est très simple. Sur la ligne horizontale, vous avez à gauche tout ce qui n'est clairement pas éco-conçu. Tout ce qui est vraiment pas optimisé, les fonctionnements très lourds, les produits, on a rajouté des fonctionnalités sur des fonctionnalités. Et à droite, au contraire, tout ce qui a été drivé par le numérique responsable, drivé par l'éco-conception. En haut, vous avez l'effet waouh, les sites qui clignotent de partout, qui ont des super gifs, on les adore, qui ont des carousels, qui ont des polices différentes, des couleurs différentes, bref, qui pèsent super lourd. Et en bas, vous avez les UX simples, basiques. Pour vous les représenter, c'est assez simple. C'est les sites qu'on avait il y a 20 ans. En général, des bons vieux sites un peu très très simples. Vous avez à la limite une image, éventuellement 2 couleurs. À date, la réalité d'aujourd'hui, on l'a fixée à peu près là. On est sur des UX plutôt avec un effet waouh quand on les voit, et sur quelque chose qui n'est pas forcément conçu, vraiment éco-conçu. Il est gentil, notre nuage, il pourrait être un peu plus à gauche, mais on ne va pas être trop dur avec nous-mêmes sur cette première slide. À date, je ne sais pas vous, mais moi je travaille avec beaucoup de développeurs, ils ont tendance à vouloir nous emmener en bas à droite en fait. UX hyper simple, code hyper épuré, alors c'est très éco-conçu, mais globalement on a un risque de ne plus trouver notre cible et donc du coup finalement de consommer presque du CO2 pour rien, parce que si on fait un site internet et qu'au final on n'a pas de consommateurs dessus, ça ne nous sert pas à grand chose, ni pour nous, ni pour la planète. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif que nous, on s'est fixé. Nous, on s'est plutôt mis à cet endroit-là. On veut garder un effet wow, mais on ne veut pas faire des surcouches sur des surcouches. Tout l'enjeu de cette présentation, ça va être un peu de vous donner quelques clés pour essayer d'arriver au maximum à peu près à cet endroit-là. Donc avec un éco-score, on va dire, qui va être meilleur, mais en gardant quand même vos clients déjà, ce qui est déjà pas mal, et surtout un effet sympathique sur votre site internet. Le but, c'est pas de vous faire retourner il y a 20 ans ou 30 ans. Exemple que la sobriété n'est pas forcément quelque chose qui va vous faire perdre votre marché, on aime bien le donner, c'est l'exemple de Google versus Yahoo. Petite enquête à main levée, en plus vous n'êtes pas nombreux, donc on va tout de suite le voir, qui dit « je vais faire une recherche Yahoo ».
J'ai jamais eu personne qui a levé la main à cette question. On dit tous, on va faire une recherche Google, ou et éventuellement, quand on est très responsable, une petite recherche Ecosia, mais on va jamais dire, on fait une recherche Yahoo. Quand on la voit, c'est évident. En fait, là, Google, il est centré sur son besoin utilisateur. Le besoin utilisateur, c'est je viens pour faire une recherche Internet. Vous avez son logo, la barre de recherche. Yahoo, vous avez l'horoscope, la météo, la bourse, vous avez à peu près tout. Et puis, accessoirement, une barre de recherche. Faire de la sobriété, ça ne veut pas dire pas trouver son marché. Au contraire, si vous allez directement droit à l'objectif, il me semble qu'on est pas loin d'une équipe qui dit droit au but, et vous allez trouver votre cible. Votre but, c'est que votre consommateur, ou votre client, votre prospect, il arrive à son information rapidement, vous le transformiez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il doit rester 20 ans sur votre site, en fait. C'est deux choses différentes. Pour ça, vous avez deux petits adages qui sont sympas à garder en tête. Le KISS, Keep It Simple, Stupid. J'adore la formulation. Donc c'est voilà, la complexité c'est superflu si elle n'apporte rien en fait, tout simplement. Et le YANI, You Ain't Gonna Need It, ça vient de la méthodologie Agile XP pour information, pour ceux qui connaissent. Et ça vraiment, c'est en gros le principe, c'est on ne doit pas développer quelque chose si ça n'apporte pas de valeur, si ça n'a pas d'intérêt, si c'est pas un vrai besoin, juste on le fait pas, tout simplement. Et après, une fois qu'on s'est dit ça, nous, quand on est sur une création ou sur une refonte, on va se fixer des objectifs chiffrés. Et je vois que ça fait sourire certains dans la salle, mais on va juste se permettre de rappeler 2 secondes qu'il faut qu'ils soient smart. Parce que bien souvent, en fait, on se fixe des objectifs et on ne répond pas à ces critères-là. Et en fait, là, vous ne pouvez juste pas les suivre, c'est pas tenable. Enfin, donc, on va rappeler spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Et généralement, sur un produit, quand vous voulez mesurer l'impact écologique, vous avez 4 critères possibles. C'est l'eau, l'énergie, les ressources et le climat. Par climat, on entend CO2, impact CO2. Généralement, on va utiliser le climat. Si vous êtes sur des produits matériels, ça peut être intéressant d'utiliser l'eau et les ressources aussi au passage, parce que vous avez un gros impact potentiellement à ce niveau-là. Et pour en donner quelques exemples, alors ça, c'est des choses qu'on a vues, nous, dans le cadre avec nos clients. Généralement, on essaie de se baser en cas pratique pour une refonte. Notre objectif de départ, ça paraît énorme, mais en fait, c'est tout à fait réalisable. Moins 50% en termes du poids quand il s'agit d'un site internet, par exemple, et moins 70% en termes de fonctionnalité. Je précise, c'est un objectif de départ. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'atteint à chaque fois, mais honnêtement, on n'est pas forcément très loin quand on les fait. Et pour une création, en fait, on mélange le principe, c'est-à-dire qu'on repart des principes d'agilité avec le MVP, le MMP, le MLP que vous connaissez peut-être. En gros, le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Sans ça, vous n'avez pas de produit. Et on repart du MVP et on se dit que pour le marketer, pour le rendre super cool, super attrayant, on ne va pas rajouter plus de 10 plus 5% de fonctionnalité. Ça nous contraint en fait à rester quelque part sur notre besoin fondamental, sur de quoi notre utilisateur a besoin. Et ça évite de partir entre guillemets avec des fioritures quelque part qui ne seront pas nécessaires. À noter, à ne pas oublier, peu importe votre rôle sur un projet, l'infrastructure n'est pas à négliger, ça peut avoir un très gros impact quand vous avez un site internet, quand vous avez un produit IT quel qu'il soit. Pensez à poser la question de l'infrastructure et éventuellement à un peu entre guillemets manifester votre intérêt pour un passage sur serveur mutualisé qui va forcément vous faire gagner en termes d'impact CO2. Pareil, pensez à redéfinir les données utiles à conserver. On garde en mémoire un client qui conservait très précieusement les lieux de naissance de ses clients. Information qui, par ailleurs, ne lui servait strictement à rien, mais on l'avait. Mais du coup, en fait, on stockait quelque chose dont on n'allait jamais se servir. Voilà, toujours pour la question du PO. Pourquoi ? Un PO, normalement, c'est pourquoi. Et vraiment, tant que vous n'êtes pas convaincu du besoin utilisateur, normalement, c'est un no-go. Je dis normalement. Bon, je suis consciente de la réalité métier. Et ensuite, du coup, aussi la mise en place d'une politique de suppression des données pour les bases de données du site. Ça vous permet aussi de répondre à la RGPD au passage en général. C'est-à-dire toute donnée que vous conservez sur un site internet, d'entrée de jeu, vous savez la date de fin, la date à laquelle elle doit juste ne plus exister. Vous répondez à la RGPD, et en plus, vous avez des bases de données qui passent forcément moins lourd quand vous n'avez pas des données qui datent de 15, 20 ans, 30 ans sur certains sites, de temps en temps. Et tout ça nous emmène du coup à notre deuxième mission stellaire, qui était la mission stellaire Zeta 11. Un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Ça, c'est d'Henri Bergson. Et on va voir ensemble du coup comment on va bien définir ces hypothèses et ces problématiques. Premier outil, les outils d'EcoScore.
J'imagine que vous en avez un peu entendu parler si vous êtes là, si vous êtes sensible un peu à la thématique. Alors, je vous en ai mis 3 uniquement volontairement aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui existent. Carbonalizer, Green IT Analysis et Frugger. Les 2 premiers sont gratuits, le 3e est payant. C'est vraiment moi 3 outils que j'utilise qui sont très bien faits. Mais en fait, ils vont tous regarder des choses différentes objectivement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se fier à un outil d'EcoScore. Généralement, il faut en croiser minimum 3-4 pour commencer à avoir une vision un peu globale de son site. Il y a EcoIndex, qui est très connu aussi, que j'ai pas mis par exemple. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur la page LinkedIn d'Exalt. On a fait un article sur le sujet où on en compare une dizaine. Et on va en rajouter dans cet article, il a vocation à évoluer. Et on essaie de voir sur quels critères il se base pour vous aider justement à bien compléter vos données. Et en plus du coup de ces outils d'EcoScore, vous avez aussi des référentiels qui peuvent vous aider. Pour n'en nommer que certains qui sont très législatifs pour le coup, vous avez pour commencer la loi REEN, donc la loi à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui est une source d'inspiration et surtout qui va être amenée à évoluer. Un jour ou l'autre, cette loi va devenir contraignante pour nos produits informatiques. C'est passé pareil pour l'accessibilité. Au début, on a mis une réglementation en disant que ce serait bien que vous fassiez ça. Jusqu'au jour où on était à même de le calculer et donc du coup après de sanctionner ceux qui n'étaient pas dans les clous quelque part. Et la loi REEN, on vient d'avoir un outil sorti par l'ADEME aussi pour faire de l'éco-score. D'ici très peu de temps, on va être sanctionné si on n'est pas un peu plus éco-conçu et quelque part ça sera, à mon sens, en tout cas très bien. Pour donner plutôt des conseils sur des façons de faire, vous avez le RGESN pour la conception de services numériques. Et j'ai mis quand même le GR 491 qui est très très bien fait, qui est à lire vraiment si le sujet vous intéresse. Je peux aussi citer de tête à ce moment-là les 115 bonnes pratiques de Green IT, aussi sur lesquelles nous on se base pour les formations en interne aussi. Et ne pas oublier quand même RGPD, RG2A, RGS et RGI. Généralement, si vous faites un site en numérique responsable, vous aurez de toute façon traité les 3 premiers. Mais si vous avez les 2 petits derniers au passage, je pense que tout le monde sera content. Et du coup, pour vous aider toujours, vous avez une super méthode, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la méthode Scamper ou Scamper. Je ne sais pas si vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Du coup, c'est une technique de créativité assez simple, hein, quelque part, donc, qui a été développée dans les années 70. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé hier par Bob Eberle. Et en gros, on va à chaque fois qu'on a un site internet se poser la question, enfin, ou un site internet parce que c'est nos produits en général, hein, mais c'est valable pour tous les secteurs, voir si on ne peut pas substituer, combiner, adapter, modifier, proposer, éliminer ou réordonner quelque chose dans notre produit. Je vous ai mis un petit exemple après. Nous, c'est un exemple qu'on fait dans les formations. En général, c'est plus facile de se poser la question pour les autres que pour soi-même. Vous vous êtes rendu compte, je pense, de ce petit biais qu'on a. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait partir les gens sur un produit qui est très différent du leur. Ensuite, on va viser le concurrent. Et ensuite, on va se viser soi. En les passant à chaque fois à la moulinette en fait, de cette méthodologie. On va à chaque fois chercher de voir ce qu'on peut substituer, combiner, adapter, modifier, proposer, éliminer et réordonner. Et en général, moi, celui que j'aime bien, c'est Netflix. Parce que Netflix, c'est un des rares produits IT que déjà, tout le monde connaît. Tout le monde est d'accord pour dire que globalement, environnementalement parlant, c'est pas forcément une dinguerie, on va dire. Et donc, du coup, tout le monde va avoir trouvé quelque chose à dire sur le sujet. Donc, en général, c'est un bon sujet d'ouverture. Pour vous donner des exemples sur ce qu'on peut avoir qui revient sur adapter, modifier, si vous allez sur Netflix, sur votre application, si vous l'avez, vous pouvez aller regarder la qualité de la vidéo. Et là, la qualité de la vidéo, vous avez 2 options, c'est standard ou optimal. Ça n'avait pas l'impact que ça en termes de CO2, l'un ou l'autre. Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça n'en fait pas? Pas plus d'infos. Donc souvent, des suggestions qui remontent, en fait, qui viennent se mettre à nous, c'est il pourrait préciser un peu plus l'impact qu'on a en fait, en termes d'impact par minute consommée sur ces 2 trucs-là. Peut-être qu'on pourra avoir plus de choix, parce que peut-être que standard, en fait, c'est une qualité qui est déjà bien supérieure à celle que je veux. Peut-être que je ne suis pas obligée de regarder tous mes contenus en 4K sur un téléphone, ce qui n'a pas grand intérêt entre nous en plus. Et donc, du coup, on a pas mal de choses qui peuvent émaner là. Donc ça, typiquement, c'est avec Scamper, ça permet de ressortir. On va aller modifier, adapter un peu l'usage du site pour permettre à nos consommateurs d'être plus éco-responsables. Par contre, on note aussi des choses positives au passage. Il ne faut pas que ce soit un exercice où on est en train de lyncher, entre guillemets, un produit informatique. Ça n'a aucun sens. Netflix, par exemple, vous propose de télécharger en Wi-Fi uniquement vos contenus. Quand on sait que c'est beaucoup plus consommateur de télécharger en 4G qu'en Wi-Fi,
C'est intéressant comme option, parce que si vous téléchargez qu'en Wi-Fi, globalement, votre impact sera nécessairement moins fort que si vous avez l'option de télécharger en permanence en 4G. Donc le but, voilà, c'est de faire un petit exercice sur Netflix. Franchement, vous reprenez juste camper les différents critères. Vous regardez votre application, vous faites une petite idée. Vous allez regarder après votre concurrent, vous faites à peu près la même chose. Puis là, ça vous permet d'arriver sur votre site. Et en général, on a 3-4 idées assez intéressantes qui viennent facilement sur des trucs auxquels on ne pense plus. Parce que quand on connaît trop bien son produit, au bout d'un moment, c'est comme quand on était à l'école, quand on faisait des dissertations, on ne voyait plus les fautes d'orthographe. C'est un peu le même principe. Et pour calculer tout ça, le suivre, on va aussi, je vous ai parlé d'indicateurs qu'on fixe en build, on en a aussi évidemment en run. Donc, je vais le rappeler une deuxième fois, évidemment, il faut encore une fois qu'ils soient smart, surtout pour des indicateurs de run, j'ai envie de dire, parce que les indicateurs de run, c'est des choses que vous allez suivre longtemps, en fait. Et s'ils ne répondent pas à cette définition, soit vous allez arrêter de les suivre parce qu'ils seront plus pertinents, soit finalement, ils vont juste tomber dans les oubliettes de trucs qu'on ressort de temps en temps. Il faut aussi les faire vivre, hein, ces indicateurs, c'est super important. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai voulu vous mettre ici, c'est faut commencer avec à chaque sprint review, quand vous fonctionnez l'agilité, à chaque coproge, quand vous êtes plutôt en méthodologie cycle en V. C'est important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fédère aussi une équipe autour de cette démarche du coup, de numérique responsable. Ces différents KPI du coup qu'on remonte, le premier, c'est le plus important finalement, paradoxalement pour certains, c'est le nombre de versions des iOS et Android qui sont supportées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit avec mes 4% de tout à l'heure, c'est que 80% de l'impact du numérique, en fait, il vient du matériel. Donc si jamais, à chaque fois que vous montez de version votre produit, vous incitez, voire vous forcez quelque part, votre utilisateur à changer de téléphone, parce qu'en fait, son téléphone n'est pas capable de supporter votre produit, par définition, vous allez indirectement influer sur son comportement et augmenter le bilan carbone global du numérique. Donc c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas vraiment, mais en fait, normalement, ça doit être le plus important dans nos produits à date, s'assurer qu'un maximum d'appareils soient capables de les lire. Après, normalement, un produit éco-conçu, de toute façon, répond à ça, hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, deuxième KPI qu'on aime bien suivre, c'est le taux d'utilisation des fonctionnalités. Ce n'est pas toujours évident selon nos produits, hein, mais des fois, c'est assez simple de le suivre. Dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas s'en priver. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, vous allez vous rendre compte qu'un truc où vous étiez sûr que tous les utilisateurs allaient s'en servir, finalement, il y en a 3-4. Et puis eux, ce n'est pas des clients que vous transformez, en fait. C'est juste des gens qui passent, qui visitent et puis qui fouillent un peu. Donc ces fonctionnalités-là, typiquement, faut se poser la question de les garder, de les modifier, de les adapter. Et puis là, vous pouvez retourner, du coup, d'ailleurs, sur notre scampé de tout à l'heure. Ensuite, vous avez le taux de fonctionnalité amélioré. Parce qu'en fait, notre but, ça va être d'essayer d'éviter de supprimer une fonctionnalité pour la remplacer par une autre, parce que tout ce qui est aussi mise en prod, c'est assez consommateur en général. On va essayer plutôt d'améliorer des fonctionnalités existantes, quand c'est possible. Il y a des fois, il faut vraiment repartir de zéro, je ne dis pas, mais quand c'est possible, plutôt partir sur de l'amélioration. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit souvent le run n'existe pas dans un produit éco-conçu. Si, mais en fait, il va passer par des améliorations, il ne va pas passer par de nouvelles fonctionnalités. Ça va être ça, en fait, une des principales différences entre du run d'un produit éco-conçu et du run d'un produit, on va dire, standard. Ensuite, un indicateur qu'on suit bien, c'est le prorata de nouvelles fonctionnalités versus les fonctionnalités qu'on a retirées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous permet de vous assurer que vous êtes à peu près au point zéro. À chaque fois que j'ai mis une fonctionnalité, j'ai fait l'effort d'en retirer une. Je n'ai pas fait grossir mon produit en fait, à chaque fois. À temporiser, cependant, avec le suivi de l'évolution de la consommation de ressources. Parce que si vous avez à chaque fois bien retiré une fonctionnalité et bien en remis une, mais que vous avez mis des fonctionnalités 10 fois plus grosses quand vous les avez remis que celles que vous enleviez, la balance, elle reste déséquilibrée. Donc en fait, ces deux-là, ils sont à suivre en même temps, si vous les suivez, surtout. Et ensuite, le taux d'accessibilité. Parce qu'on le sait en général, quand on lance un projet en build, on fait super attention à l'accessibilité. Et au fur et à mesure du run, on va faire une petite modification par-ci, une petite modification par-là. On va pas toujours, même si ça devrait être la bonne pratique, repasser par un UX qui va s'assurer de cette partie-là. Et en fait, de temps en temps, on voit que la courbe d'accessibilité de notre site ou de notre produit décroît en fait, au fil du temps. Donc c'est pour ça que c'est important de le suivre. Le numérique responsable au global, c'est pas que de l'écologie. Il y a aussi tout un volet social qui est à prendre en compte, et donc l'accessibilité, évidemment. Ce qui nous emmène à notre mission suivante, la mission stellaire Alpha 9, avec une citation de Dr House que vous aurez sûrement reconnue, « Tout le monde ment ».
Et on va voir qu'on est un peu d'accord avec lui, hein. On va essayer de prêter attention à ce que l'utilisateur fait et non pas à ce qu'il nous dit. Parce qu'en fait, pour ça, vous avez un outil suprême, c'est la recherche utilisateur. Pour différencier tout simplement ce qui est besoin, ce qui est envie et ce qui est caprice. Votre but, ça va vraiment être de connaître votre utilisateur et de connaître, lui, son point de bascule. À quel moment vous allez le perdre parce que vous allez être trop sobre. À quel moment vous allez le perdre aussi parce que vous ne le serez pas assez. Donc, vous allez pouvoir vous interroger sur leur rapport à l'écologie au quotidien, sur les perceptions en fait, que l'utilisateur peut avoir, ainsi de suite. Pour ça, vous avez quelques outils et techniques que je vous ai mis en bas. Attention cependant dans la recherche utilisateur, il y a de temps en temps avec certaines méthodes un effet observant-observé qu'il faut prendre en compte aussi dans la démarche. Parce que souvent on dit c'est bon, j'ai fait de la recherche utilisateur, je suis sûr de ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il m'a dit, mais je suis sûr de ce qu'il veut. Sur de l'écologie en particulier, les gens ont tendance à se dire mieux que ce qu'ils ne sont. C'est un biais logique, hein. On a tous envie d'apparaître comme quelqu'un de très écolo, de très responsable, de mieux que ce qu'on est. C'est toujours mieux que d'être moins bien que ce qu'on est ou choses comme ça. Et donc du coup, on va avoir tendance à dire « Ah oui, je suis prêt à accepter ça, pas de problème ». Si vous l'aviez observé sans qu'il le sache, possiblement, en fait, vous auriez vu que ça lui posait problème. Donc toujours se méfier en fait, des petits biais qu'on peut avoir dans ces étapes-là. Et en fonction de la méthode, prendre en compte un peu aussi, on va dire, une marge d'erreur sur la méthode. Notamment voilà, sur les entretiens observations et sur une journée dans la vidéo où vous accompagnez quelqu'un en permanence. Vous êtes toujours à côté toute la journée. Il faut bien comprendre que la fin de la journée, la personne, elle est un petit peu... c'est pas son comportement habituel que vous allez observer. C'est très rare en tout cas. Et vous avez un petit outil qui est sympa pour feinter vos utilisateurs. Parce que le but, c'est pas toujours de les convaincre. Il y a des fois, vous pouvez juste les feinter. Et pour ça, c'est une technique qui s'appelle le nudge. La mise en retrait, le petit coup de pouce en fait. En fait, à la base, le nudge, c'est vraiment un coup de pouce qui va proposer à un individu d'agir, enfin de l'inciter à agir, en tout cas dans l'intérêt général, sans forcément qu'il s'en rende compte. Typiquement, vous avez une fonctionnalité consommatrice qu'on connaît pour la plupart, c'est la barre de recherche. Parce que forcément, c'est beaucoup de requêtes derrière, donc ça va être assez consommateur. Sur le site de France Télévisions, on le voit bien, en fait, c'est que des liens cliquables. Donc quelque part, ça consomme pas grand-chose, un lien cliquable. Et leur barre de recherche, elle est vachement en retrait, sur le côté en haut à droite. Ça, typiquement, c'est un nudge. Ça va vous inciter à cliquer directement sur votre contenu, plutôt qu'à utiliser la barre de recherche pour accéder strictement au même contenu. Il faut savoir que, pour la petite histoire, France Télévisions, à la base, c'est un effet de bord plus que... Enfin, le côté écolo, plus qu'un effet recherché. Parce que c'est vraiment parce qu'ils sont recentrés sur de quoi mon utilisateur a besoin. Il a besoin de trouver rapidement son contenu. Donc, on le met en avant, il n'a plus qu'à cliquer, qui sont arrivés à ce résultat-là. Ce n'était pas une volonté d'éco-conception. Comme quoi, en cherchant à répondre aux besoins de son utilisateur, encore une fois, en fait, on peut avoir un effet de bord très sympathique, qui est de faire de l'éco-conception. Ce qui va nous emmener un petit peu aussi à notre mission stellaire IOTA 4. Ça, c'est une phrase préférée d'un de nos devs. On va arrêter d'utiliser un marteau-piqueur pour faire un trou dans un mur. Et on va se dire surtout un stop à l'obésité fonctionnelle. Tout simplement parce que, comme le dit la si belle phrase, less is more. Il faut savoir qu'on a fait x7 en termes de taille de page web en 10 ans. Le chiffre est juste incroyable. Un effet de bord de ça, c'est quand même qu'on a 10% de perte d'utilisateurs par seconde de lenteur. On est un peu dans la génération zapping, hein. Donc vous avez une seconde, 10% d'utilisateurs qui sont partis. C'est souvent lié au fait que les produits deviennent trop gros, deviennent des obésiciels, on rajoute des surcouches en fait, donc on prend de la lenteur. Bah, ça occasionne de la perte d'utilisateurs. Donc l'éco-conception répond par définition à ça. Ensuite, vous avez 39% de la bande passante des sites web qui est inutilisée. Ça, pareil, on voit qu'il y a des optimisations qui sont quand même largement possibles. Et ce chiffre-là, alors, sur lequel, en gros, peu de monde est d'accord, mais 65% de fonctionnalités non utilisées. Nous, chez Exalt, c'est à peu près ce qu'on a observé effectivement sur les produits qu'on a eu l'occasion d'auditer. C'est un chiffre, j'en ai vu plusieurs dernièrement qui ont été republiés par d'autres agences qui ont fait des rapports là-dessus. En général, on s'accorde tous à peu près à dire pour dire qu'il y a à peu près 40% de fonctionnalités qui sont vraiment pas utilisées. Celles-là, vraiment, personne n'y va. Alors ça, à part si c'est vos CGU, où en général les gens ne cliquent pas trop, vous pouvez les regarder et en retirer. Et après, en plus de ces 40%-là, vous en avez à peu près 40%, selon les études, qui sont très rarement utilisées. Très rarement utilisées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas indispensables pour votre produit. Attention à ça. Parce qu'en fait, si elles sont utilisées par les 20% d'utilisateurs uniquement, mais c'est les 20% que vous transformez,
bah celle-là, il faudra la garder. Par contre, celles qui sont utilisées par ceux que vous ne transformez pas, elles sont à remettre en question. Et donc, celles-là, il faut aller faire un tri. Il y a un travail d'investigation. Mais en tout cas, la part de fonctionnalité, c'est plus de la moitié. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que plus de la moitié ne sont pas utilisées et plus de la moitié pourraient être enlevées. Donc ça, c'est énorme et ça nous amène aussi à nous remettre en question, d'une manière générale, sur les produits qu'on a depuis longtemps, surtout ceux qui ont des longues durées de vie. Plus votre produit est vieux, plus ce chiffre-là sera important. Ça, c'est par contre une certitude à 100% et tout le monde est d'accord là-dessus. Du coup, ce qu'il faut, c'est mieux gérer ses priorités finalement. C'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Pour ça, vous avez plein d'outils qui sont très simples, d'autres très compliqués. Moi, j'ai choisi de vous en présenter un qui est le plus simple, je trouve. La matrice d'Eisenhower. En gros, vous avez votre premier cadran, ce qui est urgent et important de faire. Le deuxième, ce qui est important, mais enfin, ce n'était pas forcément urgent de le faire. Le troisième, c'est urgent, mais en fait, c'est pas important. Et le quatrième, c'est ni urgent ni important. Autant vous dire que tout ce qui est dans le quatrième, en général, on va s'arranger pour surtout pas le faire. C'est important de le mettre. En général, quand vous êtes dans le rush, ce qui est souvent le cas dans nos métiers, quand vous êtes sous pression, vous allez tout mettre dans le cadran 1. Ça, c'est le biais de base. Mais c'est bien. La première version, vous pouvez avoir tout dans le cadran 1, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est que votre deuxième version, vous ayez un peu plus dans le cadran 2 et un peu plus dans le cadran 3. Et tant que vous n'avez pas à peu près, on va dire minimum 10% qui est dans le cadran 4, il faut que vous refassiez. C'est qu'il y en a qui ne sont pas au bon endroit. Et mieux vous le mettez à jour, ça, en fait, mieux dans le suivi de vos produits, de vos projets, vous allez réussir à avoir des fonctionnalités développées qui vont répondre aux besoins de votre utilisateur. Encore une fois, c'est super important. Et surtout des fonctionnalités utiles qui vont sortir au moment approprié. Petit exemple pour voir à quel point on peut aller de tout à tout sur un même produit. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, c'est le site de la Deutsche Bahn. Okay. J'ai au moins une personne qui connaît la salle. La SNCF allemande, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le même site. Ça ne saute pas aux yeux. C'est exactement le même site. Il a exactement le même objectif et il transforme le même nombre de personnes. Seulement, il y en a un qui consomme 700 fois plus de ressources que l'autre. Un prorata, ceux qui pensent que c'est le 1 qui consomme plus. Oui, ceux qui pensent que c'est le 2 qui consomme le plus. Il y en a qui ont pensé que c'était un piège. C'était pas un piège. Non, c'est bien le premier, effectivement, qui consomme 700 fois plus de ressources que l'autre. En fait, celui-là, c'est plus ou moins l'historique de la Deutsche Bahn. Et du coup, il est très simple. Vous avez besoin d'aller d'un point A à un point B. Vous rentrez le point A, le point B, la date, l'heure, le billet. Vous l'avez à la fin. En fait, vous cliquez, vous l'avez à la fin. Votre parcours, il est fait. Votre client, il est transformé. C'est Google, en fait, là. Et là, c'est un peu Yahoo. C'est-à-dire que là, vous avez date de départ, date d'arrivée. Vous allez sur une autre page. Puis vous allez dire l'heure à laquelle vous voulez y aller. Puis vous allez dire combien vous êtes. Et ainsi de suite. Un peu le site, un site qu'on connaît bien. À côté. Et je vais faire attention alors. mais donc du coup, forcément, ce site-là, il consomme 700 fois plus de ressources que l'autre. Forcément, son usage est plus long. Et forcément, en fait, quelque part, il ne respecte pas tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. À savoir, on se recentre sur le besoin utilisateur. Notre consommateur, il faut qu'il accède vite à son information, que vous le transformiez rapidement. Et votre but, c'est de le transformer, c'est pas de le faire rester. Donc du coup, ça, je trouve c'est un très bon exemple. Je vous invite à aller jouer avec, si vous voulez, franchement, à aller le consulter. Même si vous ne parlez pas allemand, maintenant, avec Google Traduction, vous l'avez en français, en gros. Et franchement, allez vous amuser avec, vous voyez la différence. Et ça nous fait toujours réfléchir sur nos produits. On voit toujours la marge d'amélioration qu'on a. Je ne dis pas qu'il faut tous qu'on arrive au niveau 2. Ce n'est pas forcément les propos de cette conférence. C'est possible, mais ce n'est pas forcément moi ce que je voudrais... ce avec quoi je voudrais que vous ressortiez aujourd'hui. L'idée, c'est que quand il y a 700 fois plus de ressources en jeu, il y a un entre-deux qui peut être sympathique. Ce qui nous emmène du coup avec notre mission suivante, la mission Cap10, on va essayer de ne pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Autre phrase bien appréciée d'une collègue, mais j'ai pas réussi à retrouver le premier à l'avoir dit. Et on va voir comment est-ce qu'on teste ces hypothèses et on peut itérer sur son produit. Et pour ça, je vais vous rappeler un exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, l'exemple de Dropbox. Je vois un oui, je vois des oui, ouais. Donc Dropbox, pour ceux qui ne savaient pas, bon déjà ça date, on le voit, l'interface, on le voit tout de suite. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien développé au début. Il a juste fait une vidéo YouTube, du coup j'ai noté son nom parce qu'à chaque fois je l'oublie, c'est Drew Houston. Il a fait une vidéo YouTube où il a expliqué, voilà mon produit, il va faire ça. Avec mon produit, vous allez être capable de faire, en fait, vous allez transférer le document. Il fait une petite démo avec rien de développé, juste
en échange de dossier à dossier, avec évidemment énormément d'easter eggs, histoire de faire parler. C'est-à-dire, il y a plein, il ne faut pas regarder les noms des dossiers, il y a Vegas 2017, 2007, pardon, des choses comme ça. Il y a plein de choses cachées, drôles, en fait, qui font que en fait, les gens ont parlé de cette vidéo. Résultat, il y a eu entre guillemets, un effet bœuf un peu autour de la vidéo de Dropbox. Il y a énormément d'utilisateurs qui ont dit « Ah ouais, ça pourrait être sympa ton produit, ça, est-ce que tu as pensé à développer ça ?» Et ça, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, et ainsi de suite. Il y a eu une petite effervescence. Donc ça, c'était en 2007, hein, ça commence à dater, on va tous se prendre un petit coup de vieux au passage. Et en fait, ça lui a permis en 2008, donc 1 an après à peu près, de sortir son produit, et un produit qui, par définition, du coup, répondait aux besoins de ses utilisateurs, puisqu'il avait testé, il avait éprouver son concept, et derrière un produit qui a fonctionné, puisque c'est la success story qu'on connaît, on connaît presque tous, je pense, dans la salle Dropbox. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé, pour faire un prototype, d'avoir un produit fini. Vous n'êtes pas obligé d'avoir dépensé de l'argent aussi, hein, dépenser du temps, des moyens, du CO2, du matériel. Vous pouvez de temps en temps juste faire une démo, un prototype complètement en dehors de tout développement, vous itérez dessus, et ça va vous permettre de partir d'une base et au moins d'être sûr à peu près de là où vous allez. En tout cas, d'essayer d'être à peu près sûr, parce qu'on n'est jamais 100% sûr. Un autre exemple sur lequel, pour le coup, on a des salariés nous qui ont travaillé dessus, c'est l'exemple de Noyou. Alors Noyou, ça n'existe plus à date là, depuis le début d'année. C'était la petite nouvelle triste de ce début d'année. Je vois qu'il y a d'autres déçus dans la salle. Mais Noyou, c'est un site qui était du coup éco-conçu, et en fait qui s'est éco-conçu grâce à la recherche utilisateur. Il y a eu des itérations de fait. En fait, le principe, c'est qu'ils voulaient faire de l'éco-conception. Après, c'est comment est-ce qu'on va en faire. Premier postulat, on va partir d'images en noir et blanc pixelisées. Sauf que les utilisateurs, ils n'ont pas forcément adhéré. On est passé au suivant. Des dessins plus que des éléments réalistes. Pareil, en fait, c'était pas forcément différenciant. Donc, du coup, l'adhésion était moins bonne. Et troisième itération, ils sont arrivés sur leur résultat final, qui était très chouette, et qui était l'utilisation des contraintes de compression de couleurs, en fait, pour arriver à des images beaucoup plus légères. Quand on dit beaucoup plus légères, et ça nous donne un ordre d'idée aussi pour nos sites, c'est que si on prend cette photo d'ours blanc de base, on va dire, elle fait 1,4 mégaoctets. Vous la passez un petit peu à la moulinette Photoshop, vous traitez les couleurs pour n'en avoir plus que 4 à la fin. Une des règles de l'éco-conception, pour ceux qui l'ignorent, c'est de limiter un maximum le nombre de couleurs. Donc ça répond à cette règle-là. On arrive sur une image qui ne pèse plus que 148 kilooctets. Donc déjà, la différence est énorme. Derrière, avec la compression et l'intégration, vous tombez sur une image qui a 22,5 kilooctets et 0 en fait au final si vous rechargez la page puisque vous la laissez en cache. Donc c'est minimum 98% de réduction au final. Donc là, cet exemple-là, je trouve qu'il est très parlant en termes de différence de taille parce qu'on voit direct en fait qu'on a des gros leviers d'action, notamment sur tous les contenus en images de nos sites, sur tous les visuels, sur toutes les couleurs. En fait, enfin voilà, on passe de 1,4 mégaoctets à 0 kilooctets, la différence parle d'elle-même, je pense. Et du coup, on va arriver à notre dernière mission stellaire. Et ça, c'est une phrase aussi que j'aime beaucoup de Bernard Werber. À force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par devenir tarte. C'est pas parce que tous les autres ne font pas d'éco-conception que c'est bien de pas faire d'éco-conception. Et on peut clairement assumer pleinement sa singularité et son originalité. Pour ça, il y a un site, moi, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je voudrais finir un peu par ce site-là. Avant de conclure, c'est le Logtech Magazine. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent un peu dans la salle. C'est un site qui a une particularité qui est géniale. Il ne fonctionne que quand il y a du soleil. Il tourne à l'énergie solaire. C'est un peu l'extrême, on va dire, où vous pouvez aller. Le look est super épuré. Vous voyez, l'UX est super simple. Il reste, je trouve en tout cas, agréable à lire. Hein. Mais voilà, c'est l'UX la plus simple que vous puissiez trouver. Vous avez des articles très intéressants. Si vous ne le connaissez pas vraiment, je vous invite à le consulter. Et il le met bien là. Ce site fonctionne à l'énergie solaire et se retrouve parfois hors ligne. Effectivement, pas de bras, pas de chocolat, pas de soleil, pas de site internet. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur l'adresse ici, donc www.low avec de nouveau 3w.directory. C'est un site qui va recenser des sites éco-conçus dans le monde. Donc ce site-là, il est super si vous voulez passer du temps, aller regarder un peu. Vous avez forcément des concurrents, j'ai envie de dire, un peu dans le lot, ou forcément des produits qui se rapprochent un peu du vôtre. C'est un peu une bibliothèque, moi que j'aime bien consulter. Il y a des sites vraiment, encore une fois, c'est le monde entier.
Et c'est assez inspirant parce que parfois on se rend compte qu'un site hyper éco-conçu, finalement, visuellement, la différence avec le nôtre, on a du mal à la trouver au départ. Donc ça nous invite à aller creuser, à se poser des questions un peu sur nos façons de fonctionner, voir si on a des axes d'amélioration, sur quoi on a des axes d'amélioration, parce qu'en général, on en a forcément d'ailleurs, et surtout être toujours dans quelque chose en amélioration continue. En termes de questions qu'on se pose généralement, qu'on aime bien poser en tout cas à nos utilisateurs, c'est nos concepteurs, pardon, est-ce qu'on a besoin d'une lecture automatique, par exemple, de la vidéo, en premier réflexe? Est-ce qu'on a le même besoin de cette vidéo? En fait, est-ce que finalement, elle n'était pas complètement accessoire? Globalement, on la retire, l'utilisateur, il a l'information pareille. Est-ce qu'on a besoin d'avoir à peu près 50 images du même produit, éventuellement avec 3 angles différents? Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir un aperçu des 10 prochains articles en permanence quand on fait des commandes? Est-ce qu'on a besoin d'autant de police? Bref, il y a plein de questions en fait à se poser. De temps en temps, c'est des détails, mais finalement, quand on va un peu creuser, on se rend compte qu'on est perfectible sur énormément de sujets. Et sans vous inviter à tous vous mettre à tourner à l'énergie solaire et arriver à des UX aussi simples, je pense que encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait avec la Deutsche Bahn tout à l'heure. Il y a une marge de manœuvre entre les deux. Et pour conclure cette conférence, j'ai envie de vous poser une question finale, à savoir, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est? Une calculatrice? Je laisse la regarder, on a encore un petit peu de temps avant les questions. Alors non, ce n'est pas une télécommande. C'est pas le premier smartphone. C'était une bonne tentative. L'écran est grand, on pourrait se dire éventuellement. C'est pas une enregistreuse. Alors, non, c'est pas de l'opérateur téléphonique. Ce n'est pas à proprement parler un outil de mesure, non. Est-ce que ça vous a l'air d'être un produit très développé, là, comme ça? C'est industriel? C'est simple, c'est complexe, à votre avis? Ouais. On a des fonctionnalités bien ciblées, effectivement. Ouais. En fait, ça, c'est l'ordinateur de bord qui nous a permis d'atterrir sur la Lune. Et ça, alors, pour pas me tromper, je me le suis écrit en mémoire vive, donc en RAM, vous avez à peu près 4 kilooctets. Et en mémoire de programme, donc en ROM, vous avez 72 kilooctets. Oh putain, j'ai entendu dans la salle. Effectivement. Alors, sans vous dire qu'on va retourner à cette époque-là, pareil, on a atterri sur la Lune avec cet outil. Et quand on voit le poids de nos produits à date, j'ai envie de conclure en vous disant que la simplicité, parfois, on accomplit de plus grands exploits avec la simplicité qu'avec de la complexité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous tenais à vous mettre du coup quand même quelques sources d'inspiration que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, nous qui nous ont en tout cas beaucoup inspirés pour rédiger cette conférence. J'imagine que vous en connaissez au moins un ou deux parmi ceux qu'on cite. Donc Aurore Stéphan, Philippe Bioui, Jean-Marc Jancovici, Anne Faubry et Frédéric Bordage. Donc ces 5 personnes, si vous les suivez régulièrement, ils postent aussi sur ces sujets-là et vraiment ont des études très intéressantes. Et là, ce n'est pas une feinte, je vous remercie tous pour votre participation. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que ça a été super clair? Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Oui, y a pas de... On m'a demandé si je pouvais envoyer la présentation. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème si... même si vous me le demandez, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Oui. Si j'ai bien compris, vous êtes PO ou PM. Oui. Quelle est la gouvernance qu'il y a derrière au sein de l'entreprise? Donc la question, c'est, j'ai cru comprendre que vous étiez PO ou PM. Et quelle est la gouvernance au niveau de l'entreprise? C'est-à-dire que
bon, vous avez été méchant avec vos petits copains parce qu'ils ont fait une belle presse qui était intéressante. Non, mais c'est intéressant la gouvernance, c'est-à-dire que, ok, vous voulez faire de l'éco-responsabilité. Ouais, d'accord, enfin, t'es bien gentil, mais prouve-moi que, et moi je suis des métiers et tu vas me tuer mon métier. Comment tu gères cette gouvernance? Et ben justement, déjà, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on ne doit pas perdre son utilisateur. Donc en fait, ça passe déjà par de la pédagogie en général. Comme tout changement, j'ai envie de dire, ça sert à rien de braquer les gens. Et souvent, moi, en tant que PO, je dis toujours les 5 pourquoi. Et souvent, les métiers, j'allais dire, on les coince un peu, mais c'est pas vraiment le but et c'est pas vraiment ce que je veux dire. C'est plutôt, on arrive à les faire se remettre en question en disant, ah, tu veux que je développe la fonctionnalité A? Je sais pas, par exemple, je vais revenir sur mon histoire de lieu de naissance. Tu veux absolument reculer la naissance. Pourquoi? Ah, parce que c'est quand même super intéressant. Oui, mais pourquoi? Et arrivé au 5e pourquoi, en général, ils arrivent à dire, oui, écoute, je vais revoir avec machin qui m'avait dit que c'était super important et puis je te redis. Vous n'en entendez plus parler. En fait, c'est de la pédagogie et c'est à chaque fois questionner le pourquoi. En fait, un PO, normalement, c'est ce qu'il doit faire. Hein. Je veux dire, je réinvente rien quand je dis ça, je ne suis pas du tout novatrice. C'est un PO, ça doit questionner le besoin, s'assurer qu'on répond à un besoin, pas à une envie, pas à un caprice. À partir de ce moment-là, vous ne perdez pas vos clients. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir votre métier qui vous lâche. Par contre, un truc qui est super important, c'est de toujours prouver aussi le retour sur investissement dans les développements. Et ça, en fait, le piège dans lequel certains PO tombent, c'est que de temps en temps, ça peut coûter un peu plus cher au lancement, dans le build, de faire un site éco-conçu. En gros, il y a plus de jus de cerveau. Hein. C'est à peu près ça la raison. Mais derrière, on l'a vu tout à l'heure sur le run, vous allez être dans de l'amélioration, vous allez plus être dans du on va casser, on va refaire. Et donc sur du long terme, faut les faire basculer dans une vision long terme. Et c'est là où vous arrivez à les attraper. Mais souvent, oui, moi en plus je suis consultante. Donc en fait je vais passer 1 an, 2 ans dans une entreprise. Je vais pas être en interne. Et donc souvent on va avoir déjà des stéréotypes à casser pour la gouvernance et cette vision long terme à mettre en place, alors que nous, on n'est pas long terme, entre guillemets. Donc c'est effectivement un défi à chaque fois. D'autres questions? Dans la lignée de la gouvernance, j'ai cru comprendre qu'il y a de la réglementation qui pourrait aider les décideurs. Qu'est-ce qui se pressent comme sanction, KPI? Alors, très bonne question. Ça va arriver, ça c'est sûr. Après, ce qui se pressent, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire oui et non. Il y a un outil qui est sorti, comme je disais, il y a peu de temps par l'ADEME. Moi, j'ai pas encore eu le temps de vraiment l'éprouver et le tester. Sorti à peu près en début d'année, je dirais. Et on sent qu'il n'est pas complètement finalisé. En termes de timing, ce qui va sentir, c'est que le jour où il est finalisé, ça va pas durer très longtemps derrière avant qu'il y ait la réglementation qui se mette en place et que vraisemblablement on va imposer un niveau d'éco-score un peu comme on essaierait d'imposer un niveau de Nutri-Score en fait. Donc après sur quelle note ils vont se baser, généralement ça va être le C. Pour arriver à un C à date, c'est un crash test. Hein. Si vous prenez les produits moyens qui existent sur le marché en France en tout cas, il y a quand même un bon crash test. Donc, ce qui se pressent, c'est plutôt ça. Après, c'est plutôt sur du timing que je peux répondre que sur du contenu, puisque c'est pas encore fini, quoi. Et ça passera sûrement par de l'européen aussi. Non, alors je pense que le public, ils sont en train de s'y mettre déjà. Donc, eux, ils vont être un peu moins concernés, entre guillemets, le jour où ça va tomber. Mais par contre, si. Enfin, ça va être comme le RG2A, en fait. Ça va être le même principe. Le parcours est exactement le même que RGPD et RG2A. Ils ont fait ils sont passés par les mêmes maillons. Donc il y a un référentiel sur lequel on pourra étalonner une application web ou une application interne. C'est ça. RG2A, vous avez le RG2A qui est sorti. Ensuite, il y a la loi sur l'accessibilité qui est sortie derrière et puis qui a été contraignante. Là, vous avez le RGESN, vous avez déjà la loi Rennes. Donc en fait, ils n'ont plus qu'à l'amender et puis vous êtes contraignant. Donc c'est pour ça que en termes de délai, on ne va pas être sur quelque chose de très long. Hein. Vraisemblablement, on est sur du 1 an, 2 ans maximum, j'ai envie de dire, hein, sans doute. Hein. Pardon, merci. Dans les sites que vous précitiez, ils ne prennent pas en considération le socle sur lequel tourne. Alors, ça dépend des outils de mesure. D'accord. Ça dépend des outils de mesure. C'est pour ça que mon x700 tout à l'heure, ça aurait pu être x1000 d'ailleurs. Je l'ai vu, le x1000. Et ça dépend effectivement sur quel serveur vous tournez. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, je parlais de serveurs mutualisés, essayer de passer sur des serveurs mutualisés. Ça, malheureusement, moi, en tant que PO, c'est quelque chose que je peux suggérer
j'aurais jamais la main dessus, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que c'est des suggestions plus que, enfin en tant que PO en tout cas, plus que des choix qu'on va nous pouvoir faire. Mais effectivement, quelque part, faut être encore plus dur envers nous-mêmes si on n'a pas l'occasion de passer sur des serveurs mutualisés. En fait, c'est juste ça où on va avoir un petit terrain de jeu. Pas pour l'instant. En fait, c'est ce que je disais. RG2A, au début, il n'y avait pas de sanctions. Hein. Vous aviez le RG2A, puis il n'y avait pas de sanctions. Puis à un moment donné, tu as la loi sur l'accessibilité qui est tombée, et là, tu as les sanctions qui sont tombées avec. Là, en fait, tu as le RGESN qui est déjà là. Tu as la loi REN qui est déjà arrivée aussi, qui t'annonce plus ou moins que ça va déjà être contraignant. Et puis, tu vas avoir les sanctions qui vont tomber derrière. Mais l'idée aussi d'aller en plusieurs étapes, c'est que ça laisse aussi le temps aux gens de répondre au RGESN et de pas forcément attendre la sanction. Et c'est un peu ce qu'on essaie d'anticiper. Et un des arguments, tiens d'ailleurs, pour la gouvernance, souvent, c'est qu'ils sont déjà pas compliant sur le RGPD et sur le RG2A. Hein. Il y en a toujours. Voilà. Et ceux-là, en fait, tout simplement, on leur dit, en fait, on va t'aider à répondre à ça. Tu vas être en avance sur les autres. Tu prendras vraisemblablement moins ou pas de sanctions au moment où ça va tomber. Et en plus de ça, on va te régler tes deux problèmes, en fait, tes deux petites épines dans le pied, là, le RGPD et la RG2A. Si tu traites le RGESN, en fait, tu as quasiment forcément traité le RG2A et le RGPD. Ouais. Ah si, il est consultable. Si. Le RGESN, si. Il est consultable. Oui, en fait, si je résume ton idée, c'est un peu le RG2A, ça concerne que les UX, et le RGESN, c'est un peu tout le monde qui se met dedans. Si on schématise à mort, hein, on schématise à mort. C'est un peu ça, effectivement. Le RG2A, entre guillemets, c'est plus facile de mettre tout le monde d'accord, puisque vous avez un expert qui est reconnu et qui, lui, a raison, c'est l'UX, en très gros, pour schématiser. Le RGESN, effectivement, il va falloir que les architectes soit OK pour faire l'architecture qui va bien. En général, c'est plutôt sur du Jamstack qu'on va se tourner pour avoir quelque chose qui ait l'air d'être dynamique, mais qui ne le soit pas vraiment, qui soit plutôt du statique. Derrière, vous allez avoir vos devs qui vont devoir, eux, faire l'effort dans le dev d'être hyper propre, de faire hyper attention à avoir les bons repères et ainsi de suite. Vous avez les PO qui doivent faire attention à ne pas demander en US à peu près tout et n'importe quoi et tout ce qui leur passe par la tête. Vous avez les UX qui vont faire attention aussi, eux, dans leur choix de couleur, dans la RG2A et ainsi de suite. Donc forcément, à partir du moment où chacun est expert sur son domaine pour aller à un objectif commun, c'est tout de suite plus dur. C'est aussi pour ça que nous, on conseille l'agilité au départ. C'est un peu ce que je voulais dire aussi sur le contexte pluridisciplinaire. C'est que normalement, une équipe agile, justement, c'est toutes ces personnes autour de la table qui tournent ensemble pour aller vers un même objectif, un même produit. Donc par définition, normalement, ça te met au moins ton équipe produit à peu près d'accord. Ouais. Oui. Ouais, mais en fait, la problématique des VM est super intéressante, je suis tout à fait d'accord. Mais avant, ton petit site qui a maintenant une petite VM, avant, il avait un vieux serveur qui plantait. Alors que ton gros site, lui, avait son gros serveur qui plantait pas. Donc finalement, les inégalités, malheureusement, j'ai envie de dire, restent les mêmes. En fait, ça n'a pas ce que je veux dire, c'est qu'on va tendance à considérer que ça va accentuer des inégalités, pareil, entre personnes, entre sociétés, plutôt, parce qu'on parle de société quand on a des sites internet. En fait, ça va juste les mettre ailleurs. Mais finalement, tes inégalités vont rester à peu près pareilles. Et globalement, l'impact collectif va être moindre. Et finalement, ta petite société, son site va quand même tourner mieux les 3/4 du temps. Puisque les attaques, heureusement, des VM, c'est heureusement pas tous les jours. Oui, une dernière question. Oui. Alors moi, je suis dans les couches en dessous, puisque j'ai une équipe qui design des architectures IT, donc tout le système avec les serveurs, les VM, les containers. Et la problématique, en fait, non, c'est pas une problématique. On a mis en place beaucoup de KPI pour mesurer exactement ce que les applicatifs, donc vous pourrez imaginer un site internet, consomment. Et on se rend compte que leurs demandes, en général, sont largement supérieures à ce dont ils ont besoin. Toujours.
toujours. Hein, On a les mêmes, ça me rassure. D'accord. Je voulais savoir, vous, au niveau des applications web, donc on va avoir un éco-score. Quels sont tous les outils que vous avez pour mesurer le besoin réel? On va imaginer une application qui a été très bien développée, hein, une application web qui a été développée de manière modèle. Comment est-ce que vous mesurez le besoin réel au niveau de l'infrastructure? Alors moi, je suis pas forcément, experte sur les mesures. Par contre, j'aurais des questions à vous apporter. Je vais juste exploser le chronomètre. Si je vous répondre, je vous y répondrai en partie après. Du coup, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que il y a une partie